Kongo na ngai ezalaki na bato na tango ya matswa. Kongo na ngai na tango ya bankoko ezalaki ndenge mosusu. Azalaki kolatela lokola lelo te, kotambola na voitile lokola yo te. Azalaki na lopitalo te, se monganga mboka. Kasi bazalaki kobika ndenge ninyo, bankoko babiso basali bapungu. Tango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio, ezali lisusu ndenge ya bankoko te. Poso mosusu eye kokolonize se bato ya mboka. Docteur Marcel Guitoukulu, merci de nous accueillir ici à Aix pour cet entretien un peu exclusif, on va le dire, sur l'actualité internationale et l'actualité, j'allais dire, locale, nationale du côté du Congo. Mais avant d'aborder l'ensemble des sujets qui vont nous préoccuper, peut-être devons nous arrêter pour dire un mot sur vous, qui vous êtes. Vous êtes né le 31 janvier 1960 à Gamboma, c'est dans la région des Plateaux, dans le centre du Congo. Vous êtes le fils de M. Guitoukulu Abraham et de Mme Zunzi Emilienne. Vous êtes le cinquième d'une fratrie de 7 enfants, médecin, anesthésiste et réanimateur. Vous êtes également, devrais-je dire, surtout, peut-être, homme politique, puisque vous présidez au destin du parti Le Congrès pour le Peuple, un parti considéré par de nombreux observateurs comme le parti d'opposition, j'allais dire par excellence, au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, qui depuis un peu plus de 36 ans maintenant, est aux manettes du côté du Congo. Il a encore été réélu en mars 2021 avec plus de 88% de voix. Les prochaines législatives auront lieu le 10 juillet 2022. Il s'agira pour le président Sassou d'avoir une nouvelle majorité pour l'accompagner dans sa politique nationale et même internationale, puisque l'Assemblée nationale vote des lois dans ces deux domaines-là. Mais nous devons rappeler aussi que ces élections auraient dû avoir lieu normalement en 2017. On verra pourquoi elles n'ont pas eu lieu en 2017. Qu'est-ce qui a fait que c'est seulement maintenant qu'elles ont eu lieu? Alors, avant de commencer cet entretien, Président, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très heureux d'être à vos côtés ici à Aix. Parlons d'abord de l'actualité internationale. 2 points sont à l'ordre du jour de cette actualité. Il y a bien sûr la crise sanitaire de la Covid, avec, on le voit, les chiffres qui repartent à la hausse dans pas mal de pays, que ce soit ici où nous sommes en France, mais aussi en Afrique et même un peu partout ailleurs dans le monde. Comment appréciez-vous d'abord la manière dont cette crise sanitaire a été gérée par le Congo, votre pays, et par l'Afrique de manière générale? Permettez que, une fois encore, je puisse vous remercier de l'opportunité. Une opportunité que vous m'accordez de pouvoir faire une lecture de la vie dans le monde, en Afrique en général et dans le Congo en particulier, qui est mon pays. La vie, elle est politique, elle est économique, elle est socio-sanitaire. Et je me permettrai donc de faire cette lecture avec vous en regardant ou au travers du prisme non déformant des différentes crises qui secouent le monde depuis 2 ans maintenant. Vous avez su l'évoquer, la Covid-19, donc la crise sanitaire, et la guerre russo-ukrainienne, donc la géopolitique internationale. Mais avant d'entrer dans le dur du sujet et d'apporter une première réponse aux questionnements qui est le vôtre, je me permets d'entrer de jeu, de donner mon sentiment sur l'état actuel du Congo. Un sentiment, pour ma part,
qui est dual, qui est binaire. Premièrement, j'éprouve une satisfaction. Satisfaction parce que le pays, la population congolaise, de par son travail, de par ses impôts, a fait de moi, de nous, parce que je ne suis pas seul, un cadre et des cadres qui sont prêts à apporter une plus-value à la construction du pays. En cela, je réitère mes remerciements et ma congratulation à l'ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux qui ont œuvré à ce que le Congo puisse bénéficier d'autant de cadres. Secondairement, j'ai un sentiment de colère, de constater l'état de dénuement dans lequel cette population qui a tant travaillé pour produire tant de cadres est plongée. Ce dénuement qui est social, ce dénuement qui est économique, ce dénuement qui est également moral et psychologique. Aujourd'hui, 62 ans après notre indépendance, on aurait pu estimer qu'on dépasserait ce que le colon nous a laissé. On va revenir sur le Congo parce que Malheureusement, nous avons construit un système de prédation nationale. Donc, depuis 62 ans, on a mis en place un système de chape de plomb dans le pays qui repose sur un trépied. La médiocrité au sommet, avec une base où on retrouve la prévarication et la prédation économique. Voilà donc le deuxième sentiment qui est le mien, c'est un sentiment de colère que j'ai pu ainsi exprimer. Et pour répondre au questionnement qui est le vôtre, par rapport à la gestion de la Covid en Afrique et au Congo, bon, déjà il faut dire que par rapport aux prévisions épidémiologiques à l'international, par le biais de l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique s'en sort plutôt très bien. Mais est-ce que l'Afrique s'en sort plutôt bien parce que les mesures qui ont été prises étaient des mesures adaptées, ou elle s'en sort plutôt bien parce que sur le plan même de la structure populationnelle, elle a une chance. La chance de l'Afrique, c'est d'avoir une pyramide des âges en faveur de la jeunesse, et donc qui résiste beaucoup mieux aux maladies. c'est vrai que 66 à 70% de la population en moyenne. Effectivement, ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, bien évidemment, on ne peut pas dire que les autorités africaines n'ont rien fait. Il y a des pays qui ont fait beaucoup, notamment en prenant des dispositions pour endiguer l'évolution de la maladie. En se basant sur des recommandations internationales, certains ont eu le courage, comme au Bénin, d'adapter ces recommandations aux réalités locales. Madagascar aussi. D'autres se sont enfermés dans le copier-coller, permettez-moi la trivialité, d'essayer de faire ce que l'on fait en Occident. Et d'ailleurs, cette attitude, dans la pratique et dans les faits, a été répulsive vis-à-vis des populations qui ne se sont pas exécutées. Au point où, dans les pays comme les miens, lorsqu'on parlait de distanciation sociale ou qu'on parlait surtout du port de masque, que ceux, malheureusement, qui ont eu la malchance de vouloir se soustraire ou accidentellement ou volontairement à la règle, ont été pris en charge de façon assez violente par les forces publiques
Et il y en a même qui en ont perdu la mort, et je m'incline. Qui en ont perdu la vie, et je m'incline devant ces victimes-là. Mais une fois qu'on a mis en place des dispositifs pour endiguer l'épidémie, cela ne suffit pas. Il faut trouver où elle se cache, cette épidémie. Donc il faut tester. Une fois qu'on a testé, il faut prendre des mesures, des dispositions pour que les personnes qui sont testées ne continuent pas à propager la maladie, donc l'isolement. Et une fois que vous les avez isolés, qu'ils sont malades, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les traiter. Et là, il y a problème. Il y a problème parce que dans pas mal de pays africains, les systèmes de santé, malheureusement, sont assez dégradés. Les politiques de santé assez rudimentaires. C'est le cas dans mon pays, c'est une réalité, où on a envoyé certains de nos confrères quasiment affronter la maladie les mains nues, sans protection, alors qu'on savait très bien que la maladie avait pour première victime les personnels de santé qui étaient en contact direct avec le virus. Et là, bien évidemment, cela peut s'expliquer par le manque de moyens et d'infrastructures dans nos pays, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi le manque d'anticipation, le manque de projection. Parce que lorsque la pandémie commence en Chine, tout le monde savait que ça allait devenir quelque chose de mondial. Mais j'ai l'impression, et même la certitude, que nous avons dormi sous nos lauriers. Au Congo, j'ai un exemple très frappant, et ça m'agace beaucoup, de constater que les pouvoirs publics ont passé leur temps à récolter des dons. De la part de l'établissement local, pour montrer qu'ils appartiennent vraiment au système et qu'ils soutiennent la politique qui est en place. Malheureusement, il y a des populations qui souffrent et qui meurent. De la part des communautés qui ont une influence dans le commerce dans nos pays, qui ont également levé leur tête pour dire écoutez, vous pouvez compter sur nous, mais en échange de quoi? Il faut se poser la question. Et d'autre part, il y a des citoyens qui veulent également s'illustrer. Bref, mais là, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais on ne peut pas gérer une pandémie de cette ampleur en s'appuyant uniquement sur une politique de dons. Il faut une politique de résilience qui soit rapidement mise sur pied. Qu'il y ait un comité de riposte, c'est une chose, mais les décisions, elles sont politiques. Elles doivent non seulement protéger le citoyen de par la non-contagion vis-à-vis du virus, mais également le protéger dans sa vie. Et c'est là le problème. Parce que la distanciation sociale, c'est très bien, le confinement, c'est une bonne chose, mais il faut bien qu'il mange. Et on sait que dans nos pays, une bonne partie de l'économie est informelle. Une bonne partie des emplois, c'est des emplois dans l'informel. Et tous ces chefs de famille qui sont dans l'informel ont été malheureusement coupés de leur emploi. S'ils ne sont pas morts de la Covid, ils sont morts de faim. Et voilà un peu donc la situation dans laquelle le Congo s'est retrouvé et l'Afrique s'est retrouvée. Mais il y a des pays africains comme le Sénégal, comme le Bénin et beaucoup d'autres encore, qui ont mis sur pied des programmes de résiliation économique pour ne pas perdre une activité économique qui participe au produit intérieur brut du pays. Ces pays ont assisté leurs entreprises, ces pays ont pris des mesures de fiscalité en faveur des chefs d'entreprise et des sociétés pour préserver l'emploi et le pouvoir d'achat. Il y a des pays qui ont également pris des dispositions pour aider les familles les plus pauvres
en leur apportant un chèque alimentaire, ce que je n'ai pas vu dans mon pays et ce que je regrette. Oui. Vous avez parfaitement raison. Et le dernier volet, c'est le volet de la couverture vaccinale. On a isolé, on a dépisté, on a isolé, on a traité, mais dans le long terme, qu'est-ce qu'on fait? La vaccination, c'est un grand débat, on ne l'impose à personne. Il y a des pays qui ont fait le choix d'une couverture vaccinale élargie en imposant la vaccination, c'est le cas du Congo. Moi, je suis médecin, je ne vais pas discuter là-dessus, je fais mon travail de médecin. La vaccination, c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut en avoir des moyens. On ne peut pas compter vacciner 60% de la population, parce que c'est un peu le seuil pour atteindre une couverture vaccinale globale, l'immunité populationnelle qui permette d'endiguer définitivement la pandémie, ou alors de n'avoir que des formes qui soient beaucoup moins graves, des formes bénignes, en comptant sur les dons. Il faut qu'il y ait une véritable politique assez active pour se donner les moyens d'acquérir soi-même des vaccins, pour ne pas être à la merci de la communauté internationale, parce qu'on a vu des vaccins type Moderna qui étaient refusés en Occident, que l'Union européenne, dans un souci d'aide, a redéversé en Afrique. Mais le monde aujourd'hui, c'est un petit village. Tout ce qui se passe en Europe, la seconde qui suit, en Afrique, nous sommes au courant. Et cette attitude des deux parties, on va dire, parce que si on avait les moyens, on avait consenti un budget par rapport à ça, on aurait pu faire le choix des vaccins à ARN que de faire le choix d'imposer aux populations des vaccins qui sont recusés en Occident parce que générateurs d'effets secondaires. Et cette petite musique a fait, en tout cas pour moi, explique un peu, en partie, une bonne partie même, la résistance des populations au schéma vaccinal proposé. Résultat des courses, nous nous retrouvons aujourd'hui au Congo-Brazzaville avec 5% de couverture vaccinale. Ce qui est très peu. Pour dire quasiment nul. Et les Congolais savent très bien qu'il y a eu un programme assez ambitieux des pouvoirs publics qui voulait en 3 mois vacciner au moins 40% des populations. Et ce programme a coûté 4 milliards. Qu'en est-il? En avons-nous le bilan? A-t-il été audité? Ce sont donc des questions que j'adresse à l'endroit des pouvoirs publics parce que les populations ont besoin de transparence, de savoir où va notre pays. Alors, Président, puisque vous parlez de cette question de moyens et de volonté politique, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. On va aborder un autre sujet qui est lui aussi à l'international actuellement, dans la guerre en Ukraine. Le 5 juin, donc il y a quelques jours, le président Macky Sall, le président du Sénégal, et en même temps le président en exercice de l'Union africaine, rendait visite au président Poutine à Sochi, donc en Russie, pour réclamer la libération des céréales de manière générale, mais spécifiquement des blés ukrainiens et russes qui visiblement sont pris, je mets entre guillemets, en otage dans cette guerre-là. Comment vous avez analysé, perçu cette démarche d'abord, et ensuite, est-ce que cette guerre peut entraîner par ricochet la famine en Afrique, parce que les blés sont retenus ou stockés en Ukraine et qu'on ne les utilise pas? Est-ce que l'Afrique manque vraiment de céréales de rechange? C'est une question intéressante. Merci. Elle est très intéressante parce que elle remet au centre de la vie politique et de la géopolitique internationale la dimension de l'homme africain, du continent africain. Et je vais même être cynique. Cette guerre et même la pandémie
du coronavirus sont une véritable chance à saisir par l'Afrique. Vous allez nous dire pourquoi? Bien évidemment. Une chance, c'est parce que c'est dans des situations difficiles que l'homme doit entrer en lui, doit faire son introspection, se poser des questions existentielles sur ses capacités à s'adapter. Lorsque cette guerre éclate, la petite musique qu'on entend, vous venez de le dire, ça y est, l'Afrique va mourir de faim. Ça y est, si on ne leur apporte pas du blé, c'est mort. Et comment on va faire? Est-ce que cette musique, on l'a fait entendre parce qu'on veut soi-même, en tant qu'Occident, embourbé dans cette crise, sauver sa peau, et donc obtenir l'aval des États africains pour aider aux sanctions contre la Russie? Ou alors vraiment on pense que l'Afrique va mourir de faim? Mais l'Afrique ne dépend pas essentiellement du blé. L'Afrique a d'autres céréales, de nombreuses céréales d'ailleurs. Nous avons les féculents de manioc, nous avons du maïs, nous avons du mil, nous avons du sorgho. Mais c'est l'occasion de remettre en valeur, par des décisions politiques évidentes et volontaires, ces céréales en valeur, quitte à en faire secondairement un atout à l'exportation. Puisque si l'homme africain peut s'en nourrir, si les bêtes africaines peuvent en manger, mais à ce que je sache, le sang qui circule dans les artères d'un Africain ou dans les artères d'une vache africaine, c'est le même sang qui circulerait dans les artères de l'homme blanc ou dans les artères de la vache produite en Ariège. Vous voyez? Ça, c'est une question de l'audace des pouvoirs publics africains pour dire le moment est venu, retrouvons-nous, discutons, qu'est-ce qu'on peut faire pour revaloriser nos capacités agricoles. L'agriculture en Afrique aujourd'hui est handicapée par le mimétisme que l'on veut faire par rapport à l'Occident. On veut se lancer dans une agriculture avec beaucoup de moyens en termes d'intrants, donc une agriculture orientée à l'exportation, pendant que nos populations meurent de faim. Non, il faut changer de paradigme. Et ce changement de paradigme, c'est de redonner la place à l'agriculture vivrière avec peu d'intrants, d'autant que nous avons des sols arables qui n'ont besoin quasiment de rien pour que pousse un grain de maïs, un grain d'arachide, les laitues, la salade, etc. Donc ça aussi, c'est une question de volonté politique. Donc moi, je refute catégoriquement le fait de dire l'Afrique va mourir de faim. La démarche du président Macky Sall, alors on peut l'analyser différemment. Est-ce que c'est le président Macky Sall qui a demandé? Mais à ce que je sache, c'était à l'invitation du président Poutine. Mais l'Afrique est entre deux étaux. Ce sont des manœuvres dilatoires pour pousser l'Afrique à choisir un camp. Vous irez jusqu'à dire qu'elle est instrumentalisée, l'Afrique? Mais, absolument. Est-ce que cette guerre est la nôtre? Non, elle n'est pas la nôtre. Cette guerre représente l'accouchement dystocique d'un nouveau monde depuis la fin de la guerre froide. Ça, on entend tout le monde le dire. Cet accouchement dystocique auquel nous assistons oppose
les anciens belligérants de la guerre froide. Les Américains, d'une part, avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et puis la Russie d'aujourd'hui, qui a perdu le pacte de Varsovie, mais qui a quand même quelques-uns de ses alliés. Mais ça ne nous intéresse pas. Mais pourquoi donc ces voix qui se sont élevées au moment où, à l'Assemblée des Nations Unies, beaucoup de pays africains se sont abstenus? Pourquoi donc ces voix qui intimident les États africains pour dire si vous ne votez pas, on ne vous aide pas? Mais écoutez, jamais on n'avait dit que nous étions des substituts de la politique occidentale. Nous sommes des pays indépendants, avec une volonté de construire nos pays. Nous sommes donc souverains de nos décisions. Si nous avons pris la décision de nous abstenir, nous l'avons pris en notre âme et conscience et en tenant compte des intérêts géostratégiques qui protègent nos pays et nos populations. Donc le président Macky Sall a répondu à une visite, c'est très bien. Le président Macky Sall a échangé de manière d'ailleurs assez amicale avec le président Poutine, c'est une bonne chose. Pour l'Afrique, c'est un point positif, c'est vrai, ça veut dire qu'on essaie de nous arrimer à la politique internationale, mais surtout, il faut que nous puissions, nous, trouver notre place dans cette même politique internationale. Vous avez vu, le président ukrainien s'était adressé, ou il s'est adressé quasiment à tous les parlements du monde. Mais il a complètement ignoré l'Afrique. Ah, c'est peut-être pour cela que le président Macky Sall n'est pas allé le voir non plus. Mais justement, il a complètement ignoré l'Afrique. Donc c'est pour dire que l'Afrique, c'est une particule négligeable dans la politique internationale. Alors nos États, nos chefs d'État, l'Organisation de l'Unité africaine doit pouvoir se servir de tous ces éléments pour bâtir une politique cohérente. À l'époque, on parlait du non-alignement. Peut-être est-il encore d'actualité aujourd'hui. Parce que je me souviens d'une question qu'on avait posée au président Mandela, défunt président Mandela à l'époque. Il était aux États-Unis, au cours d'une conférence de presse. Un journaliste lui dit « Mais c'est pas normal que vous puissiez avoir des relations avec des personnalités comme Kadhafi, comme Fidel Castro, parce que c'est des dictateurs, etc. » Mais le président Mandela, dans sa lucidité légendaire, avait trouvé une réponse qui était, mais alors béni des dieux, on va dire. Cette réponse était de dire, mais attendez, vos amis ne sont pas nécessairement nos amis. Ça, c'est une erreur de votre conception de la politique. Quand j'étais en prison, que j'étais maltraité par le gouvernement de l'apartheid, les gens que vous citez, ce sont des gens qui se sont battus, qui ont financé ma libération et la libération de l'Afrique du Sud contre le régime de l'apartheid. Mais vos régimes, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils commerçaient avec Peter Botha. Ils soutenaient l'apartheid. Ils ne prenaient pas de sanctions contre le régime discriminatoire. Donc vous voyez très bien que nous ne sommes pas obligés de nous aligner sur vos positions. Et je pense que c'est ce message-là que je vais faire passer à la communauté politique africaine. Président, c'est très intéressant et je voudrais vraiment qu'on s'y arrête encore un tout petit peu sur cette nouvelle configuration géopolitique internationale dans laquelle l'Afrique, justement, est courtisée, j'allais dire, de toutes parts, et en même temps qu'elle est en train de chercher à s'affirmer comme continent véritablement libre. Comment vous voyez justement l'avenir de cette Afrique-là par rapport à ces deux blocs? Est-ce qu'elle réussira, vous l'avez suggéré, à trouver sa propre voie, ou alors elle restera, j'allais dire, au milieu du gué, tiraillée à gauche et à droite par les uns et par les autres? Monsieur Njangé, je vais être clair avec vous et franco. Oui, l'Afrique des années 60, c'est-à-dire celle qui gouverne aujourd'hui, elle est restée et bloquée au milieu du gué. Mais l'Afrique du 21e siècle, avec cette poussée des nouvelles générations de chefs d'État qui arrivent, de nouvelles générations d'acteurs politiques, on va dire plus exactement,
qui y arrive. C'est une Afrique qui se tourne, mais résolument, vers l'avenir, sans indexer personne. Parce que l'indexation ne nous mène à rien. Mais nous devons tirer les leçons de notre passé pour construire un avenir qui tienne compte de ce que nous avons vécu et des possibilités et potentialités qui s'offrent à nous pour surfer et trouver notre place dans cette mondialisation douloureuse. On ne peut pas rester une Afrique qui tend la main pour mendier afin d'exister. Nous devons être cette Afrique audacieuse, capable d'aller chercher des marchés à l'extérieur. Nous avons le cas des céréales, oui, ça, c'est l'occasion de produire autant de céréales et avec notre audace d'imposer également notre culture à d'autres. Pourquoi nous allons toujours être contraints de subir la loi des autres, le diktat des autres, sur tous les plans, que ce soit alimentaire, que ce soit culturel, que ce soit industriel, que ce soit climatique. Non, nous avons nos réalités, on doit reconstruire nos pays en tenant compte de celles-là, mais également de l'environnement, ce qu'on appelle la géopolitique. On ne peut pas vivre de manière recluse. Il faut s'ouvrir au monde, mais en gardant sa dignité, en gardant ce qu'on est, en gardant son identité. Nous ne sommes pas obligés de nous acculturer. Lorsqu'on repart sur l'agriculture, dans la plupart des pays africains, nous avons quasiment perdu nos valeurs culturelles parce qu'on a inondé nos pays des semences Monsanto. Vous voyez très bien. Et que derrière, on vous dit, voilà, vous allez mourir de faim. Mais oui, mais vous contribuez justement à ce qu'on meurt de faim. Lorsqu'on sait que ces variétés Monsanto, on ne peut pas les recultiver après parce qu'il n'y a pas de grains pour ensemencer à nouveau. Alors que nos variétés culturelles, nos parents, quand ils travaillaient la terre, quand ils faisaient le maraîchage, ils laissaient toujours une partie pour la saison prochaine. Est-ce que ce n'est pas le moment de repartir sur cette réalité, de créer des espèces de banques de semences pour sauver ces variétés qui sont en train de disparaître et les remettre en circulation? C'est l'occasion. On va passer, Président, si vous le voulez maintenant, dans la deuxième partie de cet entretien exclusif. Nous allons parler plus spécifiquement de la République du Congo, votre pays qui est situé en Afrique centrale, aux confins du Cameroun, de la Centrafrique, du Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad. On va citer un certain nombre de pays qui vous entourent. Et de l'autre côté aussi, pour ne pas le dire, l'ère des Congo, avec qui vous partagez le fleuve Congo comme, j'allais dire, héritage un peu commun sur le plan maritime et les frontières. Votre pays, donc, organisera le 10 juillet, donc c'est dans quelques semaines, là, 2022, les législatives. Ces élections qui, normalement, devaient avoir lieu en 2017, parce que la Chambre n'a pas été renouvelée, ont finalement lieu. Quels sont les enjeux pour le parti qui est le vôtre, c'est-à-dire le parti du Congrès pour le peuple, et pour les Congolais, et j'allais aller plus loin encore, même pour la sous-région Afrique centrale? Honnêtement, les Congolais n'ont rien à attendre de ces élections. Nous avons un regard tourné déjà vers demain. On ne regarde plus le passé. Les Congolais s'intéresseraient beaucoup plus à ces élections si mon pays, le Congo-Brazzaville, était considéré comme une démocratie. Mon regard sur la situation politique actuelle dans mon pays, ma lecture de la vie politique dans ce pays, me font dire malheureusement que le Congo n'est qu'un artefact démocratique. On a l'impression d'un habillage, même pas l'habillage, le sentiment d'un habillage démocratique, mais qui n'en est pas. La preuve, la Chambre devait être renouvelée en 2017, nous voici en 2022. Donc ça fait 5 ans plus tard. Bon. De toute façon, circuler, il n'y a rien à voir, c'est normal, la vie continue. Donc, les textes... Le pouvoir n'a pas pris. Moi, je suis utile
de suivre la Constitution. Ça veut dire surtout, ça veut dire surtout que le pouvoir décide ce qu'il veut selon son bon vouloir, au détriment de l'intérêt général qui doit passer par un cadre constitutionnel établi. Établi par qui? Par le même pouvoir. Oui. Donc, le Congo étant un artefact démocratique, qu'est-ce que vous voulez que j'attende quelque chose de ces législatives dont on sait que les résultats sont connus d'avance? Et puis, il y a une particularité que j'ai observée, l'engouement des jeunes à vouloir se lancer dans la politique. C'est une bonne chose. Hein. J'ai été aussi intrépide que ces jeunes de 20 ans, quand j'avais moi-même 20 ans, en militant politique, je me suis battu pour apporter ma contribution. Mais là, ce n'est plus le même engagement. Aujourd'hui, l'engagement, c'est parce qu'on a fait passer le message à la jeunesse au travers des seuls référents qu'ils ont aujourd'hui à la tête des structures étatiques, que seul par la politique, on peut réussir. Donc ce message nous prive de quoi? Nous prive des cadres de qualité qui vont prendre le relais pour construire ce pays. Si on avait des exemples, il y en a, mais peut-être qu'on n'a pas réussi à en créer suffisamment, des grands ingénieurs, des grands pilotes, des grands cinéastes, des philosophes, des médecins de valeur. Et la jeunesse, certainement, prendrait le relais. Mais le seul exemple qu'ils ont dans le pays aujourd'hui, ce n'est pas l'expertise professionnelle pour laquelle je plaide, mais c'est plutôt le cirque politique auquel nous assistons. Quand vous allez explorer la vie politique des Congolais dans les réseaux sociaux, vous avez des larmes aux yeux. Vous avez des autorités politiques qui se livrent publiquement à l'incroyable. Moi, président, je n'irai pas danser publiquement au mépris de la souffrance des populations, distribuer des billets de monnaie comme ça. Faroter, on dit, hein, c'est leur expression là-bas. On farote, on donne. Merci de m'apprendre quelque chose dans mon vocabulaire. Ça, c'est exclu. Mais quelle éthique, quelle dignité, quel exemple. Et quand l'exemple part d'en haut, il se répercute en bas. La réponse, eh bien, tout le monde veut faire exactement pareil parce que c'est le seul exemple, le seul repère qu'ils aient. La plupart de ces dirigeants ont leurs enfants qui se sont également saisis du virus et qui veulent faire politique comme les parents. Mais quelle politique? La même. Faroter. C'est pas ça qui construira le pays. Donc, pour moi, en tout cas, pour le Congrès du peuple et pour pas mal de Congolais, ce système, c'est du passé. On peut le critiquer, ce n'est plus la question. La question, c'est d'avoir l'audace de dire nous voulons la décision politique pour changer. Et ce n'est pas par les législatives qu'on arrivera à changer. C'est par la conscientisation des citoyens et des citoyennes, la conscientisation des populations, que nous arriverons à remettre un peu d'ambition patriotique dans le cœur des compatriotes. Et en cela, tous ceux qui se sentent de se lever l'âme pour aider à la reconstruction nationale, ce message leur est adressé. Président, sur cette question-là, c'est quand même un constat d'échec patent. Je veux dire que 62 ans après les indépendances, on se rend compte que véritablement, la démocratie, parce que l'indépendance c'était aussi ça, lié à la démocratie. Et cette démocratie, non seulement elle demeure un projet, mais qu'il faut peut-être mieux arrimer le projet originel à la réalité d'aujourd'hui et de demain. Mais pour mieux l'arrimer, il faut qu'il y ait des hommes
qui acceptent, Des hommes et des femmes. des hommes et des femmes qui acceptent de faire ce travail, de considérer la politique comme un sacerdoce, de considérer la politique comme la phase indispensable, le sacrifice indispensable à faire pour élever son pays. Construire un pays, c'est comme faire de la cuisine. Vous savez, il faut des ingrédients. Le premier ingrédient, c'est le patriotisme. Quand on est un patriote, quand on aime son pays, on sert son pays. Mais on ne s'en sert pas pour des intérêts personnels. Quand on aime son pays, on le construit. On ne le détruit pas pour des ambitions personnelles. On ne fait pas la guerre dans son pays simplement parce qu'on a envie d'avoir le pouvoir. Il faut respecter les populations. Il faut intérioriser la culture du dialogue, du respect de l'adversaire. Quand on nomme son pays, on n'emprisonne pas ses compatriotes. On n'emprisonne pas ses opposants. On n'emprisonne pas ceux qui n'ont pas la même pensée, la même vision, la même idéologie politique que vous. On discute, on échange, on construit le dialogue. Quand on aime son pays, en tout cas, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, on ne le vole pas. On épargne pour les générations futures. Malheureusement, on a vu certains qui en ont mis dans leur poche les 14 000 milliards de francs CFA qui étaient réservés aux générations futures. Ça me permet, vous êtes formidable, là aussi, parce que vous me permettez de faire des transitions aussi facilement que possible, ça nous permet de parler de la dette. Puisqu'en fait, ce que vous venez de dire, ceux qui volent, qui ont des pratiques condamnables moralement, participent aussi à creuser cette dette-là. Alors la dette du Congo, je crois qu'elle est devenue abyssale. En 2015-2016, elle avait déjà dépassé les 100 milliards, 110 milliards. En 2021, on parlait de 116, peut-être un peu plus, de milliards de dettes. Je voudrais juste savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. On sait que au début des années 2000, le Congo était à peu près dans la moyenne de l'Afrique centrale. À peu près. Comment est-ce que les chiffres ont pu s'envoler, ont pu être à un niveau où même le FMI dit que c'est insoutenable? Eh bien, pour le comprendre, il faut déjà regarder la structuration de nos économies. Lorsque le Congo sort de l'indépendance, sa structure économique n'est pas essentiellement fondée sur l'exploitation pétrolière. Et d'ailleurs, les résultats économiques, ils étaient intéressants. Le président Massamba Deba, c'est l'un des présidents qui a laissé des impacts qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas ignorer, mais qui sont salués par tout le monde, de la majorité politique actuelle à l'opposition, comme étant celui qui a vraiment mis les bases économiques pour développer ce pays. Mais d'ailleurs, tout ce qu'il a fait aujourd'hui a été détruit. Peu importe. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, 68, là a commencé la descente aux enfers. L'expérience malheureuse de l'économie planifiée a eu une ouverture à l'économie de marché, mais à la sauce du politique congolais. Laissant de côté la mauvaise gouvernance,
laissant de côté la bonne gouvernance plutôt, et embrassant la culture de la corruption, mais qui ne font pas bon ménage avec la gestion des affaires publiques. Comment on en est arrivé là? Eh bien, l'économie congolaise aujourd'hui dépend à 85% des exportations du pétrole. Et vous savez que cette politique de rente pétrolière, quand les prix augmentent, on devient ivre d'argent parce que les devises rentrent, on ne sait plus quoi en faire, on invente des projets, on dort, on se réveille, on a fait un rêve, il y a de l'argent, on essaie de le réaliser. Mais, en vérité, on sait que les prix en matière du pétrole sont assez volatiles. Un jour ça monte, et le lendemain, sans vous avertir, ça redescend brutalement. Mais parce qu'ils sont liés aussi à la conjoncture internationale. Et justement, la guerre ici, justement, quand on rajoute à ça les contraintes internationales liées à la pandémie, liées à la guerre en Ukraine, qui jouent sur la volatilité des prix du pétrole, mais qui perturbent également les marchés internationaux en termes d'approvisionnement. On se retrouve avec quoi? Et on se retrouve avec un budget qui a été voté, qui ne répond plus aux besoins pour lesquels il a été voté. Pourquoi? Parce que l'argent ne rentre plus. Et donc ça contribue à creuser les dettes. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, les projets dans lesquels nous investissons, les avons-nous réellement bien choisis, bien identifiés? Avons-nous procédé par des appels d'offres pour avoir des partenaires qui vont travailler avec nous, qui soient loyaux et respectueux des valeurs qui sont les nôtres et des objectifs que nous voulons atteindre? Avons-nous simplement pris le temps d'auditer les ouvrages qui nous sont livrés pour voir s'ils sont fonctionnels ou pas fonctionnels? Donc il y a beaucoup de nôtres aussi dans la gestion de cette dette, parce que si nous nous enfermons dans cette situation, c'est parce que quelque part nous avons fait des mauvais choix, et des choix qui ne sont pas adaptés aux réalités qui sont les nôtres. C'est comme un chef de famille. Vous avez votre salaire, vous passez d'abord, comme on dit chez vous, chez moi, dans un ganda, avant d'arriver à la maison. Mais sur les 50 000 que vous avez touchés, vous arrivez à la maison, vous êtes déjà en déficit. Vous n'avez même pas réglé le commerçant du coin qui tient son épicerie, à qui vous devez 2500, et vous irez le voir pour lui dire, écoutez, excusez-moi, demain matin, mais vous accumulez, il est gentil, il va vous donner, mais à un moment donné, il va se fâcher, il va dire, écoutez, je ne vous donne plus, il faut qu'on trouve une solution. C'est un peu ça qui arrive au Congo. Vous avez parlé des années 2000. Oui, c'est vrai, dans les années 2000. Oui, en 2010, on donne le chiffre là. En 2010, la dette du Congo représentait 22% du PIB. À l'époque, nous étions même un pays à revenu intermédiaire, avec 22,9 ou 23% de dette par rapport au PIB. Mais depuis, même le peu de potentialité qu'on nous a laissé en ayant apuré toute la dette, parce que n'oublions pas que le gouvernement a fait des pieds et des mains pour obtenir l'initiative PPTE. Ils sont très endettés. Voilà. Donc après cette initiative, on n'a pas su gérer. On s'est retrouvé avec une masse d'argent. Qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti dans les folies antérieures. Donc, et aujourd'hui, nous sommes en train de revivre la même situation, parce qu'il y a cette phase de la baisse des prix du cours du pétrole, mais il y a aussi une phase où les prix, c'est tellement volatile, ça remonte. Et là, ça remonte, il y a un peu d'argent qui va rentrer, il y aura peut-être un petit excédent, et qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va se dire, en bon père de famille, on va payer nos dettes? Ou en bon père de famille, on va essayer de penser aux enfants? Ou alors, en bon père de famille, m'en foutiste, permettez-moi la trivialité, on va se livrer à la débauche comme d'habitude. J'ai bien peur. Vous avez bien peur, vous avez peut-être sûrement raison, Président.
Dans la continuité, parce qu'il y a un rapport étroit entre ça, entre cette histoire de dette, mais aussi l'histoire des partenariats qui peuvent être tissés, partenariats publics-privés, et l'histoire aussi des délégations des services publics. Tout ça peut avoir un lien avec comment faire pour justement changer de paradigme, changer de méthodologie même, pour combattre la dette, pour la diminuer, pour permettre aux Congolais justement d'essayer de profiter eux aussi un peu de ce que le pays peut produire. Il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est le changement de paradigme qui passe par la diversification de l'économie. Il faut diversifier l'économie. On ne peut pas continuer avec une économie de rente. Ce n'est pas possible. Et avec cette économie de rente, sur le plan international, on n'existera pas. On existera juste comme des pays où on va puiser des matières premières et on vient déverser des produits manufacturés. Et ces produits manufacturés que vous allez payer 3 fois, 4 fois plus cher que ceux qu'ils sont venus chercher chez vous. Ça, il faut laisser de côté. Il faut explorer d'autres secteurs économiques capables de générer du PIB. Le bois. Nous avons le bassin du Congo qui nous offre une énorme possibilité d'exploitation du bois. Nous avons l'agriculture. Mais l'agriculture, faisons une agriculture qui va nous rendre d'abord autosuffisants sur le plan alimentaire. Donc là aussi, il y a des choses à revoir, une politique à changer. Nous avons le tourisme. Nous avons de magnifiques sites dans notre pays, des sites touristiques, qui ne sont pas mis en valeur. Mais je me demande ce que nous attendons de tous les projets pour lesquels des milliards ont été engloutis. Mais voilà un secteur qu'on a oublié, qui aurait pu prendre le relais aujourd'hui. Il y a des pays africains comme le Kenya, la Tanzanie, qui ne vivent que du tourisme. C'est un choix à faire. Ce sont des décisions à prendre. C'est un courage politique à disposer. Que malheureusement les pouvoirs publics congolais aujourd'hui ont oublié ou ne veulent pas, j'en sais rien, je n'ai pas de jugement à donner dessus, mais c'est un constat. L'une des pistes qu'ils exploitent aujourd'hui, c'est justement l'évocation des partenariats publics-privés. Alors, ça tombe sous les yeux des Congolais comme ça, comme quelque chose qui arrive du ciel, c'est une manne qui tombe du ciel. Là aussi, je n'ai de leçons à donner à personne, mais je pense qu'il faut communiquer. Il faut expliquer aux citoyens ce que c'est, pour éviter des interprétations un peu alambiquées qu'on entend par-ci, par-là. Pourquoi on arrive au partenariat public-privé? On en arrive là parce que l'État se dit « je suis maintenant incapable d'assurer tous les services ». Les demandes en termes de services publics sont tellement énormes que je n'ai plus, avec mon taux d'endettement aujourd'hui, la capacité financière de répondre. Et qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver des partenaires avec lesquels on va s'entendre pour répondre aux demandes de consommation et des services des populations. Et on s'engouffre dans ce canal des partenariats publics-privés, qui n'est pas quelque chose de nouveau, hein, qui existe depuis très longtemps. Depuis les années 60 déjà, c'était actuel, qu'on a remis au goût du jour, et que surtout on a popularisé dans les pays à petits revenus comme les nôtres, à partir de 1979, avec l'expérience de Margaret Thatcher en Angleterre, qui a recouru au partenariat public-privé pour répondre à la demande de ces populations qu'elles ne pouvaient pas satisfaire parce que le pays était en crise financière. Mais lorsque on se tourne vers les partenariats publics-privés, ne pensez pas que le partenaire privé qui va venir, juste par souci de vouloir aider le Congo, il va venir investir ces milliards. Il faut qu'il y trouve gain de cause. Il faut qu'il se retrouve dans ses comptes.
D'où intervient la négociation de ces partenariats. Avant même d'arriver à la négociation, avant même d'arriver à la structuration même des partenariats publics-privés, mais il faut que le pays, par le biais de la législation, puisse mettre en place une loi qui encadre, qui réglemente le cadre de signature de ces partenariats pour éviter que le pays ne soit grugé après. Je sais de quoi je parle. Il y a deux types de partenariats, public-privé. Ça, c'est de la pédagogie, hein, que je ne suis pas obligé de faire, parce que je ne suis pas aux affaires, mais que les pouvoirs publics qui mettent en œuvre devraient expliquer. Deux types. Le premier type, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, mais j'ai besoin d'avoir un hôpital. Monsieur Nzangue, vous avez des milliards à investir, je vous donne délégation. Mais je vous donne délégation après avoir consulté d'autres partenaires par le biais des appels d'offres. Et je sélectionne celui qui, sur le plan éthique, celui qui, sur le plan surface financière, répondrait le mieux à mes intérêts. Donc je lui donne une concession ou une délégation de pouvoir pour gérer cet hôpital. Et lui, il est rémunéré sous forme de leasing. Donc je deviens bailleur, je deviens locataire chez lui, quelque part. Je loue les services. Et le deuxième type de partenariat public-privé, ce sont les purs et durs. On demande à une entité privée, ex-ante et ex-post partenariat, c'est-à-dire de la conception à la réalisation à la gestion, de tout faire seul. De tout faire seul. Sous forme d'un bail amphithéotique. C'est-à-dire qu'il a construit, il est locataire pour une durée prolongée. Généralement, ça va jusqu'à 99 ans. Il y a même des pays qui ont contourné la loi en disant vous pouvez rester 999 ans. Le Kenya, ils font ça. Mais quel que soit le mode qu'on a choisi, la question qui se pose, c'est le citoyen, qu'est-ce qu'il en tire? Le pays, quel bénéfice il en tire? Est-ce qu'il va s'en sortir indemne de ces partenariats? Ou alors, on va endetter de plus belle les générations futures? Ça, c'est le questionnement. Les Congolais ont le droit de savoir, à leur place, en leur nom, je pose la question à l'exécutif. Qu'allons-nous devenir après ces partenariats publics-privés que l'on est en train de signer à l'emporte-pièce? Y a-t-il un cadre législatif qui existe? Le Parlement a-t-il légiféré sur la question? Les partenaires sont-ils bien choisis? Y a-t-il eu des appels d'offres? Est-ce qu'il y a eu transparence? Est-ce que les entreprises privées de droit congolais qui s'implantent, qui s'engouffrent dans ces partenariats ne représentent pas des sortes de blanchiment dans le cadre de la prédation économique dans le pays? Mais pour le peuple congolais, je peux les rassurer que un jour viendra où tout ça sera audité pour comprendre ce qui s'est passé, comment ça a été géré, quels ont été les bénéficiaires et pourquoi le pays se retrouve encore autant endetté. Alors, ça, pour dire que dans le fond, ça peut être une bonne chose. Il suffit d'en assurer une très bonne gestion. Et puis que les choses soient transparentes. Que soient transparentes. La notion de la gouvernance, pour expurger tout ce qu'il peut y avoir comme corruption derrière. Vous voyez, il y a même au sein du gouvernement
la guerre entre ministres par rapport à ces partenariats publics-privés. Qu'est-ce que cette guerre cache? C'est la question que je pose à l'exécutif. Président, on va aborder une autre thématique qui, à mon avis, préoccupe beaucoup les Congolais, en particulier, d'ailleurs, je crois, ceux qui travaillent la terre, les paysans. On a lu que l'exécutif congolais a cédé, je pense que c'est 12 000 hectares de terrain au Rwanda, et beaucoup d'agriculteurs sont préoccupés. Il y a des associations, il y a même un collectif qui s'est fondé, qui s'est créé pour dénoncer cet état de fait. De quoi s'agit-il exactement? Écoutez, c'est encore une question de transparence publique dans la gestion de la cité, une transparence dans la conduite des affaires publiques. La terre appartient aux Congolais. On peut être le président de la République, on peut être le ministre Tartampion, mais le Congo et les Congolais ont la main sur un patrimoine commun. Je ne vais pas m'étendre sur la question parce que, premièrement, le type de contrat passé entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais n'est pas mis sur la place publique. Je ne l'ai pas lu. J'aurais du mal à pouvoir gloser. Il y en a qui cinglent dessus, c'est très bien. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui procèdent justement au beau amphithéotique, mais dans la clarté. Le Maroc le fait, l'Éthiopie le fait, etc., etc. Mais on explique. Il y a d'abord un cadre, comme on l'a dit tout à l'heure, qui réglemente tout ça. Et puis quand les contrats sont passés, on explique ce qu'il en est. Les bribes d'informations ou d'explications qu'on a pu en avoir. Le pays a été, entre guillemets, sollicité par la société pétrolière italienne Eni pour se lancer dans la production de l'huile de ricin qui alimenterait ses raffineries pour faire des hydrocarbures d'origine biologique. Voilà, ça c'est l'explication. Et pour le faire, on a procédé à un montage qui recourt à une société rwandaise qui viendrait s'implanter dans le pays et donc qui occuperait les 12 000 hectares. Mais pour les Congolais, 12 000 hectares, peut-être dit comme ça, ça ne représente pas beaucoup. Mais 12 000 hectares, c'est l'équivalent, visuellement parlant, de 2 fois ou 3 fois la ville de Pointe-Noire. Pour un pays qui fait 342 000 km². Donc, pour les Congolais, ils doivent, pour visualiser les 12 000 hectares, ils doivent se dire, ça représente une étendue qui fait 2 fois ou 3 fois Pointe-Noire. C'est énorme, ça. C'est énorme. Mais qu'on nous explique exactement quels sont les termes de ce partenariat. Il faut avoir une vision pédagogique pour faire passer, non pas par la force, mais en recherchant l'adhésion des populations là-dessus. Mais non, si c'est une vente à huis clos, ça je condamne avec la plus ferme des énergies. Vous voyez ? Et c'est ça qui fait que le pays, malheureusement, continue à proroger la mauvaise gouvernance. Et c'est ça qui conduit aux publications qu'on a connues il y a quelques mois en arrière, les Panama Papers, etc., qui accusent certaines autorités gouvernementales congolaises, donc au sommet de l'État, d'avoir blanchi de l'argent et de disposer des fonds dans les paradis fiscaux. Dans les paradis fiscaux. Moi, je demande que tous ceux dont les noms sont cités dans ces enquêtes, qui ne sont pas menées par l'opposition congolaise, c'est pas moi,
mais par des consortiums de journalistes à l'international. Et indépendant. Et qui sont indépendants. Que toutes ces personnalités politiques soient suspendues de leurs fonctions actuelles, que l'on ouvre des informations judiciaires pour que l'on comprenne exactement ce qu'il en est. Si elles sont blanchies, il n'y a pas de raison. Elles reprennent leur portefeuille. Moi, on ne peut pas, dans le cadre de la gestion des affaires publiques, continuer à traîner des boulets aux pieds comme ces personnalités-là. Mais ce discours que je tiens, il est en adéquation avec celui des autorités qui ont la plus haute main sur le pays, qui pensent qu'on doit mener une guerre parce qu'il n'y a pas de menu fretin, parce qu'il n'y a pas de gros poissons. Tout le monde, à partir du moment où on a dilapidé les fonds publics, qu'on a profité des revenus des Congolais dont ils devaient disposer pour le social, ils doivent rendre des comptes. Et je n'en démords pas. Je pense que ça fera l'objet d'un réel combat politique pour que tout cet argent qui est planqué dans les paradis fiscaux puisse être récupéré et réinjecté dans l'économie nationale. À quoi ça sert d'aller chercher des financements au Fonds monétaire international alors qu'on sait très bien, même par consensus, allez, imaginons qu'il y ait un consensus entre les différents suscités pour rapatrier au moins le tiers d'argent planqué pour relever l'économie. Mais c'est à leur gloire, puisqu'ils ont fait preuve, entre guillemets, de résilience politique et économique. Donc je demande qu'il y ait un regard sur cette question et que la population s'en mêle et que les politiques en parlent, que le Parlement s'en saisisse et que les sanctions soient prises. C'est d'autant plus intéressant que, je mets toujours ça en parallèle, les prix, eux, pour la plupart des Congolais, ne cessent d'augmenter par l'inflation. L'indice était à, je crois, 2,8 pour l'année 2000. Il était à 2,4 pour l'année 2021. C'est un vrai problème. Et ce qui n'est pas prêt de s'arrêter, parce que, on en a parlé tout à l'heure, la Covid connaît une résurgence déjà en Occident et c'est sûr que ça va être la même chose et on va repartir dans les mêmes décisions, distanciation sociale, confinement, avec les effets pervers que ces mesures vont avoir sur l'économie. Encore une fois de plus, le plan de résilience dont on parle, je ne l'ai toujours pas vu, donc ça veut dire qu'on n'a pas anticipé. Une chose. Deuxième chose, le mécanisme par lequel on arrive à l'inflation du fait de la guerre en Ukraine, qui est là encore pour quelques mois, peut-être même des années, est le même. La perturbation des systèmes économiques par le biais des approvisionnements qui ne se font plus comme d'habitude, la baisse des productions à tous les niveaux, la redistribution des produits, mais aussi la volatilité des prix à l'exportation, mais également la baisse des capacités du pays à pouvoir s'endetter davantage parce que déjà la dette n'est pas soutenable, mais il y a également la diminution des IDE, des investissements directs étrangers dans le pays. Donc nous sommes là dans une spirale infernale, mais il n'y a que nous à pouvoir nous en sortir si on prend les choses en main, si on change le paradigme en prenant des décisions audacieuses pour relever notre économie. On est pratiquement à la fin, encore deux petites choses. Le World Justice Project, dans son rapport de 2021 sur l'état de droit dans le monde entier, classe le Congo, la République du Congo, 118e sur 139. Plus inquiétant peut-être quand on ramène ça au niveau de la sous-région, Afrique centrale, le Congo est classé, je crois, 23e sur 24 en matière d'état de droit. Vous avez un commentaire après par rapport à cette situation d'état de droit? Les chiffres parlent d'eux-mêmes et dans les faits, on l'a un peu subrepticement évoqué. Nous sommes un artefact démocratique, donc l'état de droit, on s'en fout. Le renouvellement de la Chambre 2017, on peut la faire en 2022, c'est pas un problème. Il y a des élections locales, mais les maires, au lieu d'être élus, sont nommés, c'est pas grave.
On est dans cet élan-là. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est lorsque on en arrive à mettre en prison ses opposants, alors que juste leur tort, c'est de dire j'ai l'ambition moi aussi de relever ce pays parce que je ne suis pas en accord avec l'option que vous avez choisie pour construire ce pays. Vous avez une option libérale, j'ai une option social-démocrate. Est-ce que c'est une raison, là, de priver de liberté des individus? On prend le cas de quelqu'un en qui j'exprime toute ma sympathie, le général Jean-Michel Moukoko, qui est emprisonné depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Juste parce que, de par ses compétences, de par son aura, il était accepté par la population pour prendre le relais de la présidence actuelle? Non, je demande que ce monsieur puisse recouvrer sa liberté. Il faut que l'on puisse avoir cette culture de dialogue pour qu'on parle de démocratie. Lorsque l'on est soi-même auteur du coup d'État, là c'est normal. Et lorsque c'est d'autres qui veulent, mais de façon démocratique, récupérer le fauteuil sur lequel vous êtes assis, là on menace la République. On est dans un cas de complot contre la sûreté de l'État. Non. Et il y a encore plus dur. Nous avons une jeune dame, Chancelière Mulunda, de 26 ans, quel que soit ce qu'elle a fait. Elle a 26 ans. Donc, elle est encore jeune. Elle est dans son audace de jeunesse. Elle est en train de mûrir. Elle est engagée. Mais quand on l'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'elle, je n'en sais rien. Est-ce qu'elle entretient une milice? Mais il y en a qui l'ont entretenue. Hein. Personne ne leur n'a tenu grief. Ils ont détruit tout le pays pour ça. Est-ce que on a retrouvé des armes chez elle? Mais par quel biais ces armes sont arrivées chez elle? Quoi qu'elle ait fait, à 26 ans, on n'a pas le droit de lui priver la liberté de cette façon. Dans ce pays, nous avons connu des exemples similaires. Au temps du président Marien Ngouabi, il y a des jeunes à l'université qui s'étaient levés pour dire « votre système ne nous convient pas, nous ne sommes pas d'accord ». Ils ont fait grève, ils étaient à 2 doigts de renverser le système. Mais dans la magnanimité du président Marien Ngouabi, il ne les a pas mis en prison. Il les a pris, il leur a expliqué, selon lui, le bien fondé de sa politique. Il les a envoyés pour certains dans l'armée, il les a formés. Et les mêmes sont aujourd'hui dans les rouages les plus élevés du pays. Le directeur de cabinet du président de la République, M. Florent Tiba, en fait partie. Il est où le mal? Pour qu'aujourd'hui on prive de liberté à une jeune fille de 26 ans qui est étudiante et qui est en train de perdre sa vie parce que plus le temps passe, moins elle sera encline de reprendre l'école et de se former. Je m'élève contre cette vision des choses, je m'élève contre le manque de dialogue, je m'élève contre le culte de personnalité qui fait qu'aujourd'hui, au sommet de l'État, on se retrouve avec des cadres qui ne brillent pas de par l'épaisseur dont ils doivent faire preuve dans la prise en charge des affaires publiques, mais qui continuent à se comporter comme des militants politiques. Celui qui vous a nommé, il ne vous nomme pas, en tout cas, moi, président, je ne nommerai pas parce que vous allez crier plus fort que l'autre à ma gloire, mais je vous nommerai parce que vous me ferez honneur de par le volume de l'épaisseur de vos compétences, vous appliquerez ce que vous savez faire pour élever le niveau du pays, pour m'aider à construire le pays et laisser mon nom dans l'histoire nationale. Président, je voudrais qu'on termine cet entretien exclusif avec peut-être quelques mots sur, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je voudrais que ce soit de manière un peu solennelle, à cette jeunesse congolaise, cette jeunesse africaine.
qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse qui se bat? Vous avez parlé de chancelier à Mulunda, mais il y a beaucoup de chanceliers à Mulunda dans le monde. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce qu'on dit que l'Afrique est le continent à venir, et il est aussi peut-être celui du présent. Si j'ai un message à leur dire, c'est qu'ils doivent prendre conscience que être enfermés dans des champs d'opium que sont l'alcool et la religion ne les aidera pas à construire leur pays et leur propre avenir. Donc ils doivent avoir une dynamique de résilience pour leur permettre de se dire on fait fausse route. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un message aussi pour les pouvoirs publics d'aujourd'hui et de demain. La meilleure façon de tuer un pays, c'est de tuer sa jeunesse. Et tuer sa jeunesse, c'est tuer son éducation. Si on ne reprend pas en main l'éducation nationale qu'on a livrée à tous les prédateurs économiques, parce qu'aujourd'hui l'école publique, ça n'intéresse plus personne. D'ailleurs, les conditions de travail, ils sont très mauvaises. Les enseignants de piètre qualité et les enfants, malheureusement, subissent le coût de tout ça. Donc, la formation qui leur est donnée, la formation de base, les fondamentaux comme on dit, elle n'est plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Donc, il faut que la jeunesse, celle qui est déjà en mesure de prendre des responsabilités, se pose la question, est-ce qu'on va continuer dans les champs d'opium, la religion, l'alcool, ou alors on va se dire, il faut qu'on ait l'audace de changer les choses dans ce pays. Et en cela, si vous permettez, j'ai une analogie à faire. Et vous comprendrez pourquoi. C'est juste un petit air de chanson. Et vous comprendrez. Dans les Écritures, il y a une chanson qui dit « Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Alors, jeunes compatriotes, chers frères et sœurs, je vous connais assez courageux. Vous avez là la possibilité de bâtir sur du roc pour que la Maison Congo, qui est notre patrimoine commun, puisse résister malgré les vents. Et les vents dont on parle, c'est le manque d'éthique, c'est les antivaleurs, c'est la prévarication, c'est la prédation économique, c'est le manque de patriotisme. Toutes ces tempêtes-là, si vous avez le courage de bâtir sur du roc, notre pays résistera. Merci beaucoup, docteur Marcel Guitoukulu, de nous avoir reçus ici à Aix pour cet entretien exclusif. Je rappelle donc que vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, de formation on va dire, et que vous êtes surtout le président du parti du Congrès pour le peuple, ce parti d'opposition au régime du président Sassou Nguesso, qui milite pour une vraie modification du mode de vie, des habitudes des Congolais et une vraie Afrique qui soit, je veux dire, en accord avec justement les ambitions et du Congo et de notre continent. Merci et à très bientôt. Kongo na ngai na tango ya Bangkoko ezalaki ndenge mosusu
elamba lokola lelo te, kotambola na voitile lokola yo te, azalaki na lopitalo te, se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge nini bakoko babiso basali bapungu. Tango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio, ezali lisusu ndenge ya